Merci d'avoir cliqué sur la vidéo et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série sur l'hypertrophie de chaque muscle. Pense à t'abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochains. Le grand dorsal est un muscle complexe et si tu veux qu'il soit massif, tu dois d'abord comprendre son anatomie, savoir analyser sa longueur sur ton propre corps et sélectionner les meilleurs exercices pour le faire grossir. Déjà, le grand dorsal est un muscle qui s'étend sur toute ta cage thoracique et jusqu'au bassin. Si tu as une grosse cage thoracique, il sera déjà plus volumineux que celui de quelqu'un qui a une petite cage thoracique. Pour savoir l'épaisseur de ta cage, il suffit de regarder de profil avec le torse bombé en pose biceps par exemple. Une cage épaisse présente des côtes qui ressortent et globalement une épaisseur notable. On peut le voir chez Arnold par exemple qui est très épais de profil. Une petite cage paraît beaucoup plus plate visuellement, quelle que soit la masse musculaire qu'il y a dessus. A l'inverse, Florian Poisson se tient par exemple de 3/4 plutôt que complètement de profil sur la même pose pour cacher sa petite cage et se donner plus de volume. Le grand dorsal se divise en trois parties, la partie thoracique, lombaire et la partie pelvienne, donc du bassin. Ces trois parties remontent sur un tendon commun qui s'insère sur l'humérus, l'os de ton bras. La partie thoracique vient s'insérer sur les vertèbres thoraciques 7 à 12, la partie lombaire vient s'insérer sur toutes les vertèbres lombaires, les 4 dernières côtes et la partie pelvienne s'insère justement sur la crête iliaque. Mais tu remarques un truc, c'est que toutes ces insertions se font sur ce qu'on appelle le fascia thoracolombaire, cette épaisse couche de tissu conjonctif plate qui sert de tendon pour le grand dorsal sur une grande surface. La longueur de ton grand dorsal va dépendre de la place que prend la partie musculaire par rapport à ce fascia. Par exemple, tu vois chez Ulysse qu'il a très peu de fascia thoracolombaire et que le muscle va très loin sur la partie thoracique et lombaire. Alors que chez Simon Panda par exemple, le muscle s'arrête beaucoup plus tôt et le fascia vient en quelque sorte manger le muscle, il prend beaucoup plus de place. C'est ça qui va faire génétiquement la différence entre quelqu'un qui aura ce qu'on appelle le sapin de Noël en bas du dos lorsqu'il pose en double biceps et quelqu'un qui l'aura jamais. C'est la même chose en haut du grand dorsal, le muscle peut remonter plus ou moins sur le bras et le tendon peut prendre plus ou moins de place. On voit bien chez Ulysse que le muscle prend beaucoup de place et remonte très haut jusqu'au bras. Une très bonne image pour comprendre les différences génétiques dans les insertions sur le grand dorsal est celle où Simon et Ulysse posent côte à côte. Tu vois qu'Ulysse à gauche a des insertions sur le pelvis longues alors que Simon à droite a des insertions vraiment courtes. Il a littéralement un trou entre guillemets où c'est du fascia et pas du muscle jusqu'au pelvis. Ulysse a aussi un grand dorsal long sur la partie thoracolombaire alors que Simon a un grand dorsal vraiment court. Ce sont deux physiques d'athlètes dopés extrêmement entraînés en bodybuilding et pourtant tu vois qu'il existe des différences génétiques énormes qui déterminent à quoi ton dos va ressembler. Les dorsaux de Simon se font manger par ses trapèzes d'une longueur abusée alors qu'Ulysse a un physique plus équilibré. Pour savoir la longueur de tes dorsaux, le mieux est de poser en double biceps de dos et de te prendre en photo avec une lumière contrastée pour bien voir. Évidemment, ce sera plus simple à identifier si tu as peu de masse grasse et que tu as une certaine masse musculaire. Les dorsaux sont un peu comme les pecs mais dans le dos. Ils s'étendent sur ta cage thoracique, donc comme je te l'ai dit, une plus grosse cage est généralement couplée à des dorsaux plus longs. Après, c'est bien possible que tu aies aussi des clavicules étroites, auquel cas tes bras seront moins éloignés sur les côtés que quelqu'un qui a les clavicules larges, qui est donc large d'épaule. Ça veut dire que le grand dorsal aura moins de surface à couvrir et tu as plus de chances qu'il soit long. Pour développer tes dorsaux, tu vas devoir faire des exercices de tirage. Qui dit tirage, dit tirer avec les bras, t'es obligé. Donc si tu as des bras longs, tu auras plus d'amplitude à parcourir sur les mouvements de tirage que quelqu'un qui a les bras courts. Et du coup, ce sera généralement plus difficile de prendre des dorsaux. Mais ça dépend parce que des bras longs, c'est plus de surface sur laquelle mettre du muscle, donc tu as plus de chances d'avoir les muscles des bras plutôt courts. Alors à moins d'avoir les dorsaux courts aussi, ce sera plutôt un bon point si tes dorsaux sont globalement longs. Pour savoir la longueur de tes bras, c'est plutôt simple. Tu prends ta taille et tu vas la comparer à ton envergure. L'envergure, c'est la distance entre tes deux majeurs lorsque tes bras sont écartés au maximum sur les côtés. Si ton envergure est supérieure à ta taille, tu as les bras longs, sinon tu as les bras courts. Si elle est égale à ta taille, on dira que tu as une tendance à avoir les bras longs quand même. Il y a aussi des personnes qui ont une très grande envergure, généralement, si elle dépasse ta taille de 7 ou 8 cm, on te dira que tu as les bras très longs. Donc par exemple, si tu mesures 1m80 et que tu as une envergure de 1m88, tu as les bras très longs. Tu as compris que génétiquement, il y a plusieurs configurations qui vont t'avantager ou te désavantager pour le développement de ton grand dorsal. La pire configuration, évidemment, ça va être de combiner une grosse cage thoracique, des clavicules étroites, des bras longs, un grand dorsal court et des biceps longs. En gros, tes bras vont être avantagés sur les tirages et tes dorsaux vont être minuscules et beaucoup plus difficiles à recruter, à ressentir et à développer puisque tes bras vont avoir tendance à prendre l'essentiel des contraintes mécaniques. La meilleure configuration pour le grand dorsal est de combiner une grosse cage, des clavicules larges, des bras courts, un grand dorsal vraiment long et des biceps courts. Dans ce cas, tes dorsaux prennent beaucoup d'espace sur ta cage thoracique et jusqu'à ton bras. Les bras courts et les biceps courts seront désavantagés mécaniquement. Toutes les autres configurations génétiques seront des intermédiaires entre les deux. Donc tu peux te situer dans tout ça entre le pire et le meilleur. Quelle que soit ta configuration génétique,
Il y aura deux choses sur lesquelles tu dois te concentrer sur l'entraînement pour comprendre le grand dorsal. La relation tension-longueur et le bras de levier interne du muscle dans chaque plan de l'espace. Grâce à ces éléments, on va savoir quels exercices choisir pour tes dorsaux. Si ça ne te parle pas, je t'invite à aller voir ma vidéo sur la correspondance neuromécanique. La partie thoracique du grand dorsal serait active sur le plateau et le segment descendant, mais pas sur le segment ascendant de la courbe tension-longueur. Ça signifie qu'elle est sensible à l'hypertrophie liée à l'étirement, mais qu'elle n'expérimente pas d'insuffisance active en position de raccourcissement. En gros, en raccourcissement, les ponts d'actine-myosine dans tes fibres musculaires ne se chevauchent pas trop et tu peux quand même produire de la force. La région lombaire et pelvienne, elle, serait active essentiellement sur le plateau de la courbe. On manque encore d'études pour savoir si cette partie du grand dorsal a des longueurs de sarcomère qui la rend active en étirement et en raccourcissement. Pour le bras de levier interne du grand dorsal, la région thoracique est le meilleur extenseur de l'épaule, entre 30 et 60 degrés de flexion d'épaule. Pour rappel, la flexion et l'extension de l'épaule sont des mouvements dans le plan sagittal, donc quand tu regardes quelqu'un de profil. La flexion de l'épaule, c'est le fait de lever le bras au-dessus de la tête. L'extension est le fait d'envoyer ton bras en arrière. En sachant ça, tu comprends que la région thoracique du grand dorsal a sa meilleure capacité à produire de la force avant que ton bras ne soit à hauteur des yeux. Quand tu lèves ton bras à hauteur des yeux, tu as plus de 90 degrés de flexion d'épaule. Donc entre 30 et 60 degrés, ton bras est vraiment bas, comme sur des rowing en prise serrée ou des tractions prise serrée sans descendre jusqu'en bas. Le grand dorsal n'a presque aucun bras de levier lorsque les bras sont au-dessus de la tête. Et là, ce sont les trois parties du muscle qui sont concernées. Au-delà de 120 degrés de flexion et d'abduction des épaules, on n'observe plus aucun bras de levier dans la direction de l'extension et beaucoup moins sur l'adduction de l'épaule. On sait aussi que la partie lombaire et pelvienne du grand dorsal sont les meilleurs adducteurs de l'épaule, entre 65 et 75 degrés d'abduction. Quand je parle d'abduction, ici je parle du mouvement dans le plan frontal, donc quand tu regardes quelqu'un de face et qu'il lève son bras sur le côté jusqu'à arriver au-dessus de la tête. C'est exactement ce type de mouvement qu'on retrouve sur des tractions avec une prise large ou sur des rowing en prise large. Du côté de l'activation musculaire, les études montrent que l'activation du grand dorsal diminue à mesure que le bras est placé au-dessus de la tête en flexion des épaules. On voit bien le lien entre le bras de levier interne, donc la capacité du muscle à générer un moment de force autour de l'axe de rotation de l'articulation de l'épaule, et l'activation que le muscle reçoit. Il n'y a pas d'activation au-dessus de la tête parce que le grand dorsal a un très mauvais bras de levier dans cette position et ce sont d'autres muscles qui sont avantagés à la place. Raison pour laquelle un exercice comme le pullover avec halter en travers d'un banc est plus un exercice qui cible le grand rond, le deltoïde postérieur, le chef long du triceps et la partie basse des pectoraux. On observe aussi que le rowing buste penché est un exercice qui active beaucoup plus les trapèzes que le grand dorsal. C'est assez logique puisqu'en bas du mouvement, il y a peu de tension et la majorité de la tension a lieu en haut du mouvement lorsque les omoplates sont rétractées et les coudes pliés, ce qui avantage tes trapèzes et les fléchisseurs du coude. En haut du mouvement, les coudes sont proches du corps. On est un peu en extension de l'épaule et donc le grand dorsal a un bras de levier assez mauvais dans cette position, raison pour laquelle il n'est pas très activé. La meilleure activation, on la retrouve sur un rowing assis sur machine ou à la poulie et sur un tirage vertical à la poulie haute. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Pour cibler ta partie thoracique du grand dorsal, le mieux reste les mouvements dans le plan sagittal. Donc quand ton épaule alterne entre flexion et extension, comme sur des rowing prise serrée et des tirages verticaux prise serrée. Pour la partie lombaire et pelvienne du grand dorsal, le mieux correspond au mouvement dans le plan frontal. Donc quand ton épaule alterne entre abduction et adduction verticale, comme sur des tirages verticaux en prise large à la poulie haute ou des tractions larges. Maintenant, ça va être important d'avoir analysé ton grand dorsal pour savoir sur quel exercice te concentrer. Si la partie thoracique de ton grand dorsal est courte, tu vas cibler les rowing et les tirages en prise serrée. Si c'est plutôt la partie lombaire et pelvienne qui sont courtes, tu vas te concentrer sur les tirages verticaux en prise large. Le truc, c'est que quand tes dorsaux sont en retard, ce sont tes trapèzes et tes biceps qui ont tendance à prendre le dessus. Et comme tu ne peux pas isoler complètement tes dorsaux des autres muscles de la chaîne de tirage, tu dois utiliser des techniques pour limiter la casse. Je te conseille de faire tous tes tirages en utilisant des sangles ou des poignets qui ne nécessitent pas de serrer avec les mains. Si tu utilises un grip où ton pouce entoure la poignée ou la barre, tu vas activer tes avant-bras, tes bras et tout le reste. Tu devrais plutôt utiliser des sangles et une prise avec le pouce au-dessus de la poignée et de la barre. Tu peux même utiliser un strong grip pour que ta main soit bien ancrée et que tu puisses relâcher un peu plus tes bras pour te concentrer sur le tirage avec le dos. Tu as aussi la possibilité de pré-fatiguer tes biceps en isolation avant de travailler sur ton grand dorsal. Par exemple, tu fais une ou deux séries proches de l'échec sur une variante de curl biceps en isolation. Ça va générer beaucoup de fatigue locale dans tes biceps et tes dorsaux seront obligés
de prendre plus de contraintes mécaniques sur les exercices de tirage par la suite. Pour récapituler, si tu as un point faible sur ton grand dorsal, tu devrais le travailler en début de séance, au moment où tu as le plus d'énergie et où le recrutement de tes fibres musculaires est le meilleur. Tu peux même faire de l'unilatéral dessus pour améliorer encore plus le recrutement de tes unités motrices. Si tu t'entraînes en upper-lower par exemple, donc avec 2 séances haut du corps et 2 séances bas du corps dans la semaine, tu peux même rajouter une 5e séance où tu vas caler tous tes points faibles dedans, dont le grand dorsal. Sur cette séance point faible, tu peux établir un ordre de priorité du muscle le plus en retard jusqu'au muscle le moins en retard et ça t'indiquera dans quel ordre mettre les exercices. Si tu fais un push-pull leg par exemple, je t'invite à mettre aussi du travail sur le grand dorsal, soit sur une séance push, soit sur une séance legs. Dans ce cas, tu vas modifier la structure en commençant par exemple la semaine avec la séance pull, car tu es plus frais en début de semaine. Ensuite, tu fais une séance jambes et tu peux terminer la semaine par la séance push à laquelle tu vas ajouter un travail sur le grand dorsal en début de séance. La séance jambes entre les deux va te laisser un temps supplémentaire pour bien récupérer de ce que tu auras infligé à tes dorsaux en début de semaine. Fais gaffe à pas trop les fatiguer même dans la séance jambes avec des exercices comme les variantes de deadlift. Tu dois éviter d'entraîner tes dorsaux seulement une fois dans la semaine et tu dois en faire une priorité sur le reste, quitte à réduire le volume sur tes points forts temporairement. Je t'assure que si tu es suffisamment proche de l'échec et que tu as un bon volume sur la semaine, tu vas vraiment rattraper ce point faible. Si tu ne sais pas quelle intensité, quel volume faire, combien de répétitions, de séries, etc., je te renvoie vers ma vidéo qui explique tout. Je te mets un récapitulatif visuel de toute la vidéo dans la description pour que tu n'aies rien à noter. Si la vidéo t'a plu, fais-le moi savoir en commentaire et dis-moi quel muscle tu veux que je fasse ensuite. Mets un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater ça. Je te remercie de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine.